Allez, c'est parti pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une situation qu'on connaît tous trop bien en tant que manager. Imaginons des deadlines de projets qui se rapprochent dangereusement et là, paf, un pont de mai ou un long week-end qui se profile à l'horizon. C'est vrai que la tentation d'annuler cette pause, histoire de maintenir la pression sur une équipe qui est déjà sous l'eau, elle est immense. Mais en fait, ça cache un coût invisible absolument redoutable. C'est le dilemme managérial par excellence. Bon, entrons dans le vif du sujet. La question qui hante tout le monde quand une équipe est submergée, c'est celle-ci. Est-ce que les week-ends prolongés cassent vraiment la dynamique de travail? Honnêtement, cette anxiété à l'idée de mettre les projets sur pause, elle est totalement valide. Quand on a la tête dans le guidon, s'arrêter, ça semble juste contre-productif ou même carrément dangereux pour nos objectifs. Et pourtant, la réalité est super surprenante. Les études montrent que les collaborateurs reviennent au travail jusqu'à 40% plus productifs. Oui, 40%. Et nettement plus motivés après une pause bien placée. Ce chiffre, il change complètement la donne. Il prouve noir sur blanc que le repos, eh bien, ce n'est pas un frein, c'est un véritable accélérateur de performance. Et c'est exactement la prémisse de notre analyse d'aujourd'hui. Alors, voici notre plan de match. 1. L'illusion du travail continu. 2. Le vrai coup du surmenage. 3. Le paradoxe de la récupération. 4. Les stratégies de repos actif. 5. Gérer la charge mentale. Et enfin, 6. Optimiser le retour au bureau. Première étape de notre parcours, l'illusion du travail continu. On a souvent cette vieille idée reçue qu'il suffit de rester tard le vendredi soir, au pire de se connecter le week-end pour sauver un projet en retard. Sauf que la science dit exactement l'inverse. Une fameuse étude de l'université de Stanford démontre que la productivité chute de façon linéaire une fois qu'on dépasse un certain seuil d'heures. En clair, repousser les limites ne fait qu'accumuler de la fatigue. Et la fatigue, qu'est-ce que ça crée? Des erreurs de jugement, des oublis, parfois même des bugs critiques. Autrement dit, ces heures supplémentaires finissent par coûter bien plus cher en correction qu'elles ne rapportent en véritable avancement. Passons à la deuxième partie, le vrai coup du surmenage. Ignorer le besoin de repos d'une équipe, ce n'est pas juste maladroit, c'est une véritable hémorragie économique. Regardons un peu ces chiffres, ils font froid dans le dos. Dans le secteur des services informatiques, par exemple, le taux de turnover tourne autour de 18%. C'est paralysant pour les projets. Mais le pire dans tout ça, c'est que remplacer un seul collaborateur épuisé, qui finit par démissionner, coûte entre 6 et 9 mois de son salaire. Oui, entre le recrutement, l'intégration, le temps de monter en compétences, l'impact financier est juste colossal. Et c'est un cercle vicieux qu'on connaît par cœur. Un collègue part parce qu'il n'en peut plus. Ses dossiers sont balancés aux membres restants de l'équipe. Cette surcharge immédiate fait exploser le niveau de stress, ce qui plombe la motivation collective, et le résultat est sans appel, ça mène à d'autres démissions. C'est un effet domino garanti si on ne fait rien. Ce qui nous amène à notre troisième point, peut-être le plus fascinant, le paradoxe de la récupération. C'est un concept totalement contre-intuitif. En gros, il est absolument indispensable de s'arrêter complètement pour éviter un effondrement global de la performance. Selon des modèles théoriques très sérieux sur la conservation des ressources, nos énergies cognitives et émotionnelles sont comme une jauge d'essence. Elles sont strictement limitées. Si on n'arrête jamais l'activation de notre système physiologique et psychologique, on plonge dans une spirale de perte de ressources. Sans un détachement total, la batterie interne refuse littéralement de se recharger. Attention cependant, il y a une différence énorme entre l'absence physique et le vrai détachement psychologique. Être dans son canapé mais checker ses emails ou ruminer sur un bug complexe, ça maintient le corps en état d'alerte maximum. Cette fameuse rumination empêche notre biologie de redescendre à son niveau de repos. Le vrai détachement exige une coupure cognitive absolue. C'est le seul et unique moyen de commencer à générer de nouvelles ressources internes. Quatrième partie, les stratégies de repos actif. Alors, comment on met ça en pratique concrètement? Eh bien, la science a identifié 4 leviers vitaux. Premièrement, le détachement psychologique, c'est-à-dire couper net toute pensée liée au bureau. Deuxièmement, la relaxation. Pour faire retomber la pression nerveuse, ça peut être une marche en forêt ou de la méditation. Troisièmement, l'expérience de maîtrise. Ça, c'est super intéressant. C'est le fait d'apprendre un truc nouveau, hors du travail, comme la poterie ou un sport. Ça redonne un sentiment de compétence hyper régénérateur. Et enfin, le contrôle, avoir la liberté totale de gérer son temps libre. Ces 4 éléments agissent comme des boucliers anti-stress absolument incroyables. Cinquième point, et c'est là qu'on passe à l'action managériale, gérer la charge mentale. Il ne s'agit pas juste d'accorder des jours de congé par obligation.
L'enjeu, c'est d'utiliser ces infos comme de vrais leviers pour les équipes, c'est-à-dire respecter religieusement le droit à la déconnexion pendant ces longs week-ends, décourager activement les collaborateurs de ruminer ou de se reconnecter en cachette, soutenir leur autonomie, et surtout bâtir une culture où se déconnecter n'est pas vu comme un manque d'engagement, mais comme un gage de professionnalisme. C'est littéralement la seule façon d'éviter que le stress n'atteigne cette dangereuse phase de décompensation, celle qui mène tout droit au burn-out. Et enfin, sixième et dernière partie, optimiser le retour au bureau. Imaginons que l'équipe s'est super bien reposée. L'enjeu critique bascule alors sur le mardi matin au retour. L'objectif, c'est de ne pas bousiller cette énergie toute neuve en 5 minutes chrono. La reprise doit être douce. D'abord, on encourage les petits échanges informels, sans se lancer dans un sprint de panique parce qu'on aurait soi-disant perdu du temps. Mais le point le plus dingue et le plus efficace est le troisième. Il faut s'attaquer aux tâches les plus difficiles en tout premier. En fait, en affrontant le gros obstacle quand la batterie est à 100%, on libère un espace cognitif monstrueux pour le reste de la semaine. Et ça illustre parfaitement la règle d'or de la reprise, organiser le travail par difficulté et pas par préférence. Ça permet de garder un bon élan et de finir la journée sur une victoire. En gardant les missions plus simples ou plus sympas pour l'après-midi, on protège les bienfaits du long week-end tout en boostant la satisfaction globale. C'est une technique super puissante, applicable dès le premier matin de reprise. Pour terminer ce décryptage, voici une petite réflexion un peu provocatrice. Quand une équipe est sous l'eau et complètement épuisée, il y a finalement deux chemins possibles. Soit on favorise une vraie déconnexion pour préserver le capital humain, soit on prend le risque de payer le prix exorbitant du turnover. Protéger le repos, ce n'est pas du tout une perte de temps. C'est un investissement stratégique, prouvé par la science, et absolument vital pour la rétention et la performance à long terme. La question reste posée, mais disons que les données, elles, ont déjà largement tranché le débat.